Parfait. Donc, bon matin à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire des dialogues pour le climat. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à ce petit déjeuner des dialogues pour le climat qui est sous l'organisation du Climatoscope ce matin. Donc, le petit déjeuner protection des océans et du climat, pourquoi cesser de traiter en silo des enjeux interdépendants? Donc, cet événement est virtuel aujourd'hui, mais la plupart d'entre nous se trouvent sur le territoire de Tiohtià:ke, que l'on appelle aujourd'hui communément Montréal. Donc, un territoire qui a longtemps servi d'échange et de rencontre entre les peuples des Premières Nations, et nous tenons à les honorer ce matin. Donc, à titre informatif, l'événement est enregistré aujourd'hui, il sera disponible ultérieurement sur YouTube et également, il y aura une période de questions à la fin avec la salle virtuelle. Et aussi, mauvaise nouvelle ce matin, notre collègue et panéliste Denis Provençal ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu un incident de dernière minute. Donc, il va y avoir Anne-Marie et Fanny Noisette avec nous ce matin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Merci, Jennifer. Bon matin à tous. Un petit revirement de situation ce matin. Là, on va être en dialogue, vraiment comme une conversation ce matin. Je plonge directement là, dans l'introduction et par me présenter. Donc, je me nomme Anne-Marie Asselin. Je suis fondatrice et directrice générale de l'Organisation Bleue, une OBNL québécoise qui a 5 ans cette année, en fait, en décembre. On est une organisation, en fait, qui lutte pour la conservation du milieu marin principalement. On est basé au Québec, donc beaucoup d'actions ciblées autour du Saint-Laurent. L'entrepreneuriat est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. J'ai d'abord eu plusieurs études là, qui m'ont amené à étudier en écologie marine, ensuite en environnement, en gestion des océans et de la biodiversité. Et j'ai été aussi en co-tutelle avec l'UNESCO, la Commission océanographique intergouvernementale en 2015, vraiment aux premières loges là, finalement de la COP 21 à Paris, où j'ai séjourné 1 an là, pour un peu participer à toute l'élaboration de cette COP-là. COP qui a été très importante aussi en 2015, jadis, puisque c'était la première fois qu'on mentionnait finalement le terme océan aux côtés de la terre-mer dans les accords. Donc, c'était quand même assez pionnier et je me souviens de plusieurs de mes directeurs qui s'étaient exclamés haut et fort à la mention de ce petit mot-là, finalement tout simple, mais qui est rempli de sens dans le contexte de la lutte au changement climatique. Donc, pour vous donner un peu de contexte sur la thématique qui sera abordée ce matin, finalement, la protection du climat vient indéniablement avec la protection de l'océan, puisque l'océan est crucial pour la préservation de la planète. Et on ne peut pas vraiment aborder là, des enjeux de changement climatique de manière isolée. Donc, c'est plutôt de reconnaître et traiter l'interdépendance du milieu terrestre et océanographique. Le climat et les océans sont évidemment étroitement liés, puisque les océans jouent un rôle majeur dans la régulation du climat, notamment en absorbant le dioxyde de carbone et la chaleur. Tout changement dans ces systèmes a des répercussions inévitablement un sur l'autre. Pensez entre autres au réchauffement climatique qui peut entraîner la fonte des glaciers, par exemple, qui, eux, contribuent à l'élévation du niveau des mers et influencent évidemment les écosystèmes marins. On est dans une décennie un peu spéciale, une décennie qui est portée à cœur par beaucoup de gens de la communauté océanique. On est dans la décennie des sciences océaniques pour le développement durable. Donc, ça fait bientôt 3 ans qu'on a entamé cette décennie-là, 2021-2030, justement dans la reconnaissance et l'importance d'aborder l'urgence climatique à travers les systèmes océaniques. Donc, dans le contexte de la décennie, justement, les objectifs sont assez ambitieux puisque c'est vraiment 10 ans pour permettre de coordonner à travers le monde des programmes, d'une part, de recherche de systèmes d'observation, le développement des capacités des communautés côtières, par exemple, la planification de l'espace maritime. Et le défi est très grand, comme vous pouvez voir, puisque les thématiques sont très nombreuses.
On peut penser à la conservation de la biodiversité, le transport maritime, des secteurs comme l'énergie marine renouvelable, également des secteurs comme la pêche qui nourrit énormément de populations côtières et qui assure aussi beaucoup de moyens de subsistance et le tourisme côtier, inévitablement. Donc, à ce jour, les premières conclusions de l'évaluation du bilan mondial sont sans équivoque et un peu alarmantes puisqu'on est loin d'être sur la bonne voie, là, selon plusieurs, pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré. Mais dans le cas de l'océan, c'est quoi vraiment les enjeux et aussi qu'est-ce que l'océan offre finalement pour contribuer aux objectifs climatiques en matière d'atténuation et d'adaptation. Donc, ce matin, briser les silos finalement afin de traiter des enjeux qui sont interdépendants entre la mer et la terre. Et pour alimenter la discussion, ce sera un échange finalement entre moi et Fanny Noisette. Fanny, je te laisse te présenter rapidement pour lancer la conversation. Bonjour tout le monde, merci Anne-Marie pour le passage de Val. Donc effectivement, ça va être un échange toutes les deux ce matin et avec vous si vous avez des questions bien sûr. Donc je suis professeure en océanographie biologique à l'Institut des sciences de la mer à l'Université du Québec à Rimouski. Comme vous l'entendez, d'origine française mais au Québec depuis maintenant plusieurs années. Et je suis aussi titulaire d'une chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins, ce qui me donne une perspective un petit peu plus large sur les problèmes qui se passent au niveau des océans à différentes échelles. J'ajouterais juste que j'ai la chance de coordonner un réseau scientifique pan-canadien qui s'appelle MEOPAR, qui se concentre sur l'observation, la prédiction et l'adaptation des écosystèmes marins et des zones océaniques au Canada. Merveilleux! Merci, Fanny. Donc, première question, en fait, elle sera toute simple, mais quel est le lien finalement entre l'océan et la régulation du climat, Fanny? Alors, peut-être que je peux vous présenter un petit PowerPoint pour remettre la table avec tout le monde ou on fait ça après, Marie? Comme tu veux. Bah, je vais peut-être, pour être sûr qu'on a un peu des chiffres en tête, Oui, je vais vous partager ça rapidement. Puis surtout, tu m'arrêtes s'il y a de quoi. Hop, parfait. je vais partager ça. Je pense que tu as déjà abordé beaucoup de points. Voilà. Beaucoup de points, mais je voulais quand même être sûre qu'on parle tous de la même chose et qu'on ait les mêmes chiffres en tête. Donc, la Terre, par son inclinaison et sa révolution autour du Soleil, elle va capter différents niveaux de lumière et de rayonnement solaire, pas de la même manière, donc autour du globe. Vous voyez que les zones qui reçoivent le plus de chaleur, finalement, sont les zones au niveau de l'équateur en rouge. Puis, ben, les pôles reçoivent évidemment beaucoup moins de chaleur issue du rayonnement solaire. Et donc, si on n'avait pas l'océan et les courants marins, ben, toute la chaleur serait concentrée au niveau des pôles et au niveau de l'équateur, pardon, et on aurait vraiment des très, très grosses différences de température entre les différentes latitudes. Donc, un des rôles hyper importants de l'océan, c'est ce moteur du climat, c'est le fait que les grands courants marins vont redistribuer la chaleur de manière un peu plus uniforme au niveau de la Terre entière. Deuxième chose, c'est que, bon, non seulement l'océan redistribue la chaleur, mais comme tu le disais, Anne-Marie, l'océan, c'est un puits de carbone majeur sur Terre. Le CO2, donc le dioxyde de carbone, il est en plus faible concentration dans les eaux que dans l'air, donc il va avoir tendance à diffuser à travers les eaux de surface et rentrer dans les océans où il va ensuite se combiner, comme on voit sur le schéma, à des molécules d'eau pour former des ions bicarbonates et des ions carbonates. Et grâce à cette transformation, en fait, le CO2 va rester en faible quantité dissoute dans l'eau, ce qui va faire que l'océan va en continu capter ce CO2 depuis l'atmosphère. Ce qui nous amène à un chiffre de 26%. Donc, on a presque un tiers des émissions de CO2 qui ont été émises par les activités humaines qui sont absorbées par les océans. Alors, bien sûr, comme tu le disais, ça ne se fait pas sans conséquence, puisque quand on ajoute du CO2 dans l'eau, ben, ça entraîne plein de réactions chimiques qui font que le pH des eaux marines diminue et on a le phénomène global d'acidification des océans qui est donc lié à cette absorption du CO2 dans les océans.
Tu en parlais aussi de cette capacité d'absorber la chaleur et de la maintenir. C'est que ben, les océans sont sombres, donc ils vont absorber beaucoup de chaleur. Il y a de très grandes surfaces. Donc l'océan représente un vrai tampon climatique puisqu'il y a 90% de la chaleur générée par l'augmentation des gaz à effet de serre qui a été absorbée par l'océan. Donc, j'ai plus le calcul en tête, mais je pense qu'on serait très proche du seuil des plus 4 degrés, donc scénario climatique avec lequel on travaille dans le cadre des projections de changement climatique, si on n'avait pas les océans, justement, qui en fait absorbent et maintiennent cette chaleur. Et qui, bon, malheureusement, après, ça va évidemment provoquer une cascade d'effets. Tu parlais de la fonte des glaciers, évidemment, qui entraîne aussi une élévation globale du niveau de la mer. Juste une précision, cette élévation, on parle d'élévation globale. Hein, toutes les régions du monde ne vont pas être affectées de la même manière par cette élévation-là. Mais de manière globale, ça va augmenter. Et puis, évidemment, des problèmes de vagues de chaleur qui sont de plus en plus récurrentes, de plus en plus fortes. On parlait de l'acidification des océans. Donc oui, cette capacité de maintenir la chaleur, du moins de l'air plus basse grâce aux océans, vient avec évidemment des contreparties dont nous sommes toutes et tous conscients. En parallèle de ça, donc l'océan est un formidable régulateur du climat, mais tu le disais, les côtes sont extrêmement attractives. Il y a aussi beaucoup évidemment d'activités qui s'y développent en raison de tout ce qu'on connaît, hein, le garde-manger que représente l'océan, le fait que ça soit une voie de transport exceptionnelle, les attraits touristiques. Donc, on a quand même 60% de la population mondiale qui vit en zone côtière. Donc, zone côtière, c'est de la zone littorale jusqu'à à peu près 100 km à l'intérieur des terres. C'est à peu près 2 milliards des gens qui vivent dans les grandes mégalopoles qui vivent en zone côtière. Donc, évidemment, il y a des infrastructures de taille qui ont été développées pour aménager le territoire, comme vous le voyez sur la photo en arrière-plan. Et donc, tous les risques qui sont associés au changement climatique et aux océans, notamment l'érosion côtière, l'augmentation du niveau des eaux, vont frapper de plein fouet ces populations côtières. En plus de ça, on a pris la moitié de la population mondiale, donc 3,3 milliards de personnes, qui dépend directement de la pêche pour couvrir ses besoins en protéines, alors que ça soit directement en allant pêcher la ressource par eux-mêmes avec de la pêche artisanale, ou alors avec tout ce qui est circuit agroalimentaire, de transformation et de transport des produits issus des océans. C'est une grosse industrie, hein. On a près de 60 millions de personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture à travers le monde, avec une proportion qui diminue un petit peu plus au niveau du secteur des pêches et qui augmente vraiment beaucoup au niveau de l'aquaculture, puisque l'aquaculture est une source très importante de moyens de fournir des protéines d'origine marine, en fait. Donc, vraiment, un garde-manger essentiel. Et puis, oups, je me suis allée trop vite. La question qu'on se pose de plus en plus maintenant, on sait bien les océans, la quantité de services qu'ils fournissent, mais dans le cadre de la COP28 particulièrement, puis partout dans le monde, en ce moment, on a vraiment la question émergente de est-ce que l'océan est une solution pour éliminer encore plus de CO2? Je pense qu'on va parler un petit peu plus de la COP28 tout à l'heure, mais on voit bien que les politiques internationales ne se mettent pas d'accord, en fait, pour sortir des émissions, de l'utilisation, des énergies fossiles. Puis, en parallèle de ça, le monde pense toujours que la technologie peut tout sauver. Donc, on a de plus en plus d'intérêts qui se développent sur ces fameux, ce qu'on appelle en anglais Ocean-Based Carbon Dioxide Removal, donc les CDR, les mécanismes d'élimination du carbone par les océans. Donc là, je vous ai juste mis une photo à l'image, ou une représentation graphique plutôt, de toutes les solutions technologiques qui sont actuellement à l'étude ou dans la tête des gens qui les pensent. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Celle dont on parle beaucoup, c'est le carbone bleu, la capacité des écosystèmes marins qui existent déjà à stocker, séquestrer du carbone à long terme.
Juste vous donner encore un chiffre, hein, mais la capacité actuelle des herbiers, des mangroves et des prés-salés à stocker du carbone bleu ne représente que 1% de nos émissions annuelles en carbone. Donc, il faut bien être conscient que même si on augmente la quantité de ces écosystèmes, et c'est très bien pour la biodiversité et c'est très bien pour la résilience des milieux marins, en aucun cas, ça ne permettra de compenser totalement ce qu'on émet actuellement. Alors, il y en a plein d'autres, hein, vous voyez, ça peut être basé sur la culture des microalgues, la culture des macroalgues, des projets qui créent des upwelling pour permettre de capter plus de CO2. Il y en a beaucoup. Euh, là où il faut vraiment être précautionneux, c'est que on a tendance à se lancer dans une course aux technologies face à l'urgence de la crise climatique. Puis il faut toujours garder en tête que ces moyens technologiques sont liés notamment aux écosystèmes marins, mais aussi aux populations côtières et aux humains. Et il faut que si le développement ou du moins l'étude de ces technologies se fasse dans une transparence extrême en étant vraiment motivé par la recherche de est-ce que ces technologies fonctionnent, dans quelle mesure et est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale qui va avec ça, parce qu'on sait très bien que ça va avoir un coût d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que le mot maître dans cette situation, c'est vraiment la transparence des études qui se font, des tests qui se font et des implications qu'il va y avoir si ces technologies se déploient. Je vais peut-être finir avec deux petites choses. Je voulais vous parler d'une approche qui est de plus en plus développée en termes de recherche et en termes de recherche-action, qui est l'approche en système socio-écologique. Donc, globalement, traditionnellement, la science pensait d'un côté comment est-ce que les écosystèmes fonctionnent, puis de l'autre côté, on a les sciences sociales qui vont aller regarder tous les tissus communautaires, le fonctionnement des populations, donc plein d'impacts qui sont reliés à l'humain. De plus en plus, comme vous le voyez je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran. Oui? Oui. Yes. Comme vous le voyez, on a tendance à ne plus découpler les études et on va avoir des sciences naturelles toujours qui vont s'intéresser à l'environnement local, au climat et aux perturbations qui impactent l'environnement. Mais en même temps et de manière complètement intégrée, les études en sociologie, en économie, donc les sciences sociales et humaines vont travailler sur les mêmes problématiques de manière complètement intégrée. Et le développement de la recherche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, utilise vraiment cette approche en système socio-écologique où on regarde, par exemple, si on regarde les pêches, on va regarder non seulement la ressource, mais on va aussi regarder comment les bateaux de pêche vont diminuer en termes de taille, quels vont être les coûts associés au carburant pour avoir une meilleure perspective d'adaptation et mettre en place des solutions qui ont du sens pour tous les acteurs humains et non humains de ces systèmes socio-écologiques. Alors évidemment, on a des forçages externes, des facteurs régionaux, des politiques nationales, des facteurs vraiment encore plus larges internationaux, que ce soit en politique internationale ou des facteurs environnementaux de changement climatique. Puis, pour vous montrer à quel point ces approches-là sont nécessaires aujourd'hui dans des perspectives de changement climatique et d'adaptation, je vous ai juste mis un petit dessin qui provient de mes propres recherches et d'un cas d'étude complètement interdisciplinaire qu'on mène au Nouveau-Brunswick à Tadoussac. Puis vous voyez, ici, on a la côte et on est parti là-bas pour travailler sur les herbiers de zoostère, donc les herbiers sous-marins. Et finalement, on s'est retrouvé en discutant avec nos partenaires et en faisant une recherche intégrée où on voit que tout est complètement lié. Donc, vous avez en bleu effectivement les herbiers, mais on voit aussi que dans ces écosystèmes, on a plein de mollusques, on a de la faune aviaire et tout ce qu'on voit aussi, c'est l'aspect activité humaine. Alors, on a aussi bien des activités en mer avec du trafic maritime, on a des activités sur terre, ce dont tu parlais, Anne-Marie, le lien très fort. Ici, on a dans ce cas-là, on a beaucoup de tourbe qui est extraite directement depuis la zone côtière qui a des retombées énormes sur le milieu marin. Et donc, si on regarde juste notre petite boîte, nos petits herbiers, sans faire attention à tout ce qu'il y a autour, ben, on va certainement louper des choses.
Donc voilà, c'était pour attirer votre attention vers ce besoin justement de casser les silos disciplinaires, de casser les silos aussi thématiques ou politiques qu'on peut avoir pour avoir des approches beaucoup plus intégrées qui incluent les aspects humains et non humains. Puis c'est vraiment vers ça que ça en va la déclaration pour l'océan qui est en ce moment présentée à la COP28 de Dubaï et j'ai vu le nombre de signatures augmenter au cours des jours précédents. Donc là, on remet l'océan vraiment dans le cœur des débats climatiques. Puis, je pourrais vous partager la présentation, mais les points principaux de cette déclaration, c'est qu'il faut de la recherche pour améliorer les données qui existent sur le système océan-climat de la Terre. Il faut mettre en œuvre des nouvelles stratégies pour éliminer le dioxyde de carbone, mais en étant dans la transparence, dans la surveillance et dans la vérification. Évidemment, développer des capacités d'observation pour comprendre les impacts des changements climatiques sur la santé des écosystèmes marins, mais j'irai plus loin, sur la santé des communautés tout court, hein, communautés Ouais. côtières, évidemment. Puis, dans le cadre de l'économie bleue, essayer d'affiner les méthodologies, les solutions d'adaptation à développer dans le cadre de cette économie en lien avec les plans d'adaptation nationaux. Puis ne pas oublier que nous avons la chance d'avoir beaucoup de moyens et que certaines autres nations en ont beaucoup moins. Donc la solidarité internationale au niveau des océans, je pense, est un enjeu majeur. Et je vais m'arrêter là. Ben, c'est bien dit, Fanny. C'est vrai qu'au Canada, on est quand même assez privilégié là, pour adresser ce genre d'enjeux-là. On se rappelle que le Canada a le plus long littoral au monde. On est quand même bordé de 3 océans, l'Arctique, l'Atlantique de notre côté et le Pacifique du côté de la Colombie-Britannique. Donc, on est quand même un peuple entouré d'océans. 70% de la Terre aussi est couverte d'océans. Donc, c'est quand même spécial en 2023, à l'aube de 2024, de dire on est vraiment en train de encore revendiquer la place de l'océan finalement sur le système planétaire, comme quoi on est vraiment attaché à notre continent. Mais par rapport à ça, d'ailleurs, Fanny, moi, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se questionnent, tu sais, l'océan, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Comment on fait pour légiférer ça? Si c'est tant au cœur du débat, c'est que c'est un peu comme un no man's land, finalement, là. C'est quoi la différence un peu entre les zones côtières qui appartiennent au pays? Elle est où la limite au Canada, finalement, à adresser ces enjeux-là de façon légale? Puis par rapport à la haute mer aussi, comment on fait pour s'entendre, là? Oui, la différence de législation, elle est majeure puisque, si je me rappelle bien, c'est 12 000 Ouais. nautiques à partir des côtes où, en fait, les États peuvent légiférer. Les législations sont nationales. Et au dehors là, de ces 12 000, on est dans un contexte international. Donc, les nations ne sont pas souveraines. Donc, effectivement, on va dire, la législation qui se met en place doit partir d'une coopération internationale. Mhm. Donc, il y a quand même des organismes ou des organes décisionnaires qui régulent la haute mer. Je pense, si je me rappelle bien, comment ça s'appelle? C'est la Conservation des Nations Unies sur le droit de la mer, me Ouais. semble-t-il, qui régit tout ce qui est protection et corrige-moi si je me trompe, protection et environnement en haute mer. Puis par exemple, sur les quotas de pêche, là, on est sur des associations de coopération internationale entre les États. Et donc là, il y a des discussions, donc des enjeux effectivement économiques, politiques qui arrivent autour de la table pour légiférer ensemble. Puis je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est un no man's land, c'est en même temps à tout le monde et à personne. C'est ça. Donc c'est très difficile en fait. Il faut des événements politiques internationaux pour se mettre d'accord et on sait à quel point ça peut prendre du temps et c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que sur les zones côtières, les États sont souverains et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, de la zone côtière. Et donc, nous, notre petite particularité au Québec et au Canada, c'est que à partir du moment où on passe la zone de haute mer, là, dès que même le sable qui est recouvert par les marées est passé, on est dans une juridiction fédérale. Et donc, c'est le ministère Pêche et Océan Canada qui a juridiction
sur la zone qu'on appelle intertidale de balancement des marées et tout ce qui est dessous jusqu'aux 12 000. Et donc, par contre, dès que des produits de la mer sont débarqués sur le continent, au Québec, c'est le MAPAC qui, lui, devient l'organisme législateur sur les produits de la mer. Donc, on a comme différents niveaux de législation qui s'entremêlent. Et quand on est dans le Grand Nord, notamment quand on est sur des territoires des Premières Nations, comme par exemple en Eyuichi, dans l'est de la baie James, là, on va avoir en plus un autre un niveau, on va dire, de gouvernance, qui est la gouvernance autochtone, qui vient par-dessus ces juridictions-là. C'est quand même pas simple, mais bon, Donc, une mosaïque politique et environnementale, finalement, qui est bien représentative de la complexité du milieu dans lequel on navigue, pour pas faire un jeu de mots. Mais c'est ça, tu as commencé à mettre le doigt dessus, mais dans le contexte, là, on parle d'océan, de législation internationale et tout, mais comme au Québec, on a quand même plusieurs particularités, à commencer par le Saint-Laurent, finalement, ce grand fleuve qui traverse notre territoire. Donc, les enjeux sont différents, mais sûrement très similaires. On peut s'attendre à quoi un peu au Québec là, par rapport aux enjeux climatiques, justement, les répercussions que les Québécois vont subir dans les années à venir et qui sont commencées d'ailleurs? oui, alors moi, je peux parler de la zone plus maritime du Oui, Saint-Laurent parce que je ne suis pas du tout une experte de la zone fluviale. Mais ce qu'on a, au point de vue très océanographique, là, ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est qu'avec le réchauffement, avec les changements légers de direction des courants, le système Saint-Laurent, golfe et fleuve, est nourri par des eaux de l'Atlantique et par des eaux froides qui arrivent du Labrador. Puis avant, on avait un mélange relativement, pas moitié-moitié, mais disons un tiers Labrador, deux tiers des eaux d'Atlantique Nord. Et en fait, de plus en plus, les eaux qui arrivent ne viennent que de l'Atlantique Nord. Et ça implique quoi? C'est des eaux qui sont beaucoup plus vieilles. Donc, elles ont passé beaucoup de temps dans les fonds océaniques. Elles sont beaucoup plus chaudes et elles sont très pauvres en oxygène. Donc, le fond du fleuve, en fait, est en train de subir une hypoxie, c'est-à-dire une diminution des concentrations en oxygène, une acidification de fond aussi, qui est complètement différente de l'acidification des océans dont je parlais plus tôt. Donc, on a on a des vrais changements environnementaux qui arrivent dans les masses d'eau profondes du fleuve. Et ça impacte évidemment des espèces. On voit qu'on a certaines espèces comme la crevette nordique qui oui. malheureusement est en train de chuter drastiquement. On a des autres espèces qui arrivent comme le homard qui lui bénéficie de températures plus chaudes. Donc, vu qu'on a un impact sur les systèmes, évidemment, on va avoir des répercussions en termes de pêche, par exemple, derrière. Puis en plus de ça, le Saint-Laurent est une voie navigable majeure. Donc, j'aurais aimé que Denis soit là pour en parler. Oui. Mais le transport maritime qui a lieu dans le Saint-Laurent, qui risque certainement de s'intensifier ou du moins de rester de même, Mhm. a aussi des répercussions directement, on le voit en lien avec les mammifères marins, mais Mhm. aussi en termes d'utilisation des carburants fossiles. Et on sait que toute l'activité navale il y a des progrès à faire là-dessus en termes de diminution des émissions de carbone. C'est ça, il y a beaucoup de questions encore qui sont un peu encore ouvertes finalement. C'est un milieu qui est aussi foisonnant d'opportunités dans le sens où il y a tellement de questions à répondre qu'il y a énormément de choses à faire et donc d'opportunités. Mon chapeau d'entrepreneur, moi, me positionne souvent à travers l'innovation, justement, en création de nouveaux projets. Puis à Organisation Bleue, ça me fait penser parce que tu parlais de l'impact de l'activité humaine, toutes ces activités-là qui croissent, surtout dans des secteurs économiques comme la navigation, la pêche industrielle aussi. Mais notre vie se répercute aussi sur le littoral, qui est un enjeu un peu méconnu, je dirais, des changements climatiques, mais tout ce qui a rapport à la pollution, pollution côtière, pollution des océans, la pollution plastique. Et nous, on travaille sur justement un projet interdisciplinaire, là, je pourrais dire, puisque c'est une mobilisation communautaire d'emblée.
mais qui est devenu un projet de recherche finalement où on vient recenser la pollution plastique sur les littoraux. Puis tu sais, là, c'est vraiment une application très concrète de ce qu'on discute, mais à quel point c'est une opportunité. On s'est mis à comptabiliser, recenser les déchets qu'on retrouvait depuis 5 ans. Et puis, on est rendu à une centaine d'événements, là, carrément, depuis 2019, où on a recensé des Grands Lacs jusqu'à Terre-Neuve. Et on est capable maintenant de dresser un portrait finalement de la pollution qu'on retrouve ici pour ensuite émettre des recommandations et potentiellement aussi des cartographies de surveillance pour se positionner un petit peu plus en prévention plutôt qu'en réaction. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant puisque les technologies suivent très rapidement le cours de l'histoire et deviennent des alliés importants dans la lutte au changement climatique. Et leurs applications sont très concrètes justement dans cette optique de surveillance-là. Bref, exemple très concret. Mais justement, exemple concret, mais qui remet l'importance finalement de surveiller mieux, comprendre aussi ces systèmes-là. Et je pense que les projecteurs sont absolument tournés vers la mer depuis quelques années dans ce sens. Puis, ben, en tout cas, ça me fait rebondir à la COP 21 encore une fois, là, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne mentionnait pas l'océan finalement aussi tard qu'en 2015 dans les conventions cadres des Nations unies. Donc, à la lumière de ton expertise, Fanny, dirais-tu que les enjeux climatiques et de protection des océans, est-ce que selon toi, c'est traité en silo ou de manière conjointe? Toi qui es vraiment dans le milieu de recherche institutionnelle, là, finalement, est-ce que tu vois vraiment un maillage qui commence à se faire de plus en plus ou tu dirais que c'est vraiment chacun travaille pour soi dans son laboratoire et si ça se rend finalement au milieu politique? Alors, il y a deux questions dans ta question. Ouais. Il y a la question de l'interdisciplinarité en recherche. On est extrêmement chanceux au Québec. On a eu une vraie volonté des fonds de recherche de pousser sur les programmes interdisciplinaires. Mhm. Et il y avait déjà des gens qui en faisaient avant, mais ça a vraiment ouvert des portes incroyables. Puis on a des réseaux de recherche comme le réseau Québec Maritime qui ont été des moteurs d'innovation en termes d'interdisciplinarité. Donc, je dirais que nous, sur notre scène de recherche locale, québécoise, voire canadienne, il y a beaucoup d'interdisciplinarité. Je parlais des approches en système socio-écologique. Il y en a de plus en plus. Les gens travaillent ensemble. On vient d'avoir un énorme projet qui s'appelle Transforming Climate Action entre les universités de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, de Montréal à Terre-Neuve et de Laval et Lucar au Québec, où vraiment, on va dire, l'objectif du projet, c'est de réconcilier ou de vraiment travailler sur le lien océan, climat, humain. Donc, on est vraiment dans cette perspective de travailler ensemble, de briser les silos pour développer justement de la recherche qui va soutenir les décisions politiques, puis les solutions d'adaptation aussi au niveau local qui dépendent moins des politiques nationales et internationales. Donc, je pense qu'on est sur une très bonne voie. Je sais qu'en Europe, il y a des grands programmes aussi de financement Mhm. qui vont soutenir ces efforts-là. Donc, je suis plutôt positive dans le fait que l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité, qui est Mhm. vraiment travailler ensemble, mais aussi travailler avec des acteurs locaux, échanger des manières de faire, des méthodologies, en fait, construire ensemble beaucoup plus, se développe. La deuxième partie de ta question, c'est est-ce que ça se transfère en politique publique? Et je pense que c'est là que les stylos résident encore. Et Ouais. c'est là qu'il y a beaucoup de travail à faire. Euh, éduquer dans le sens transférer de l'information et ouvrir les perspectives des décideurs politiques sur le fait qu'on doit voir les systèmes de manière intégrée. Et ça, il y a vraiment des barrières qui sont notamment ce qu'on appelle la polyscalarité de la gouvernance, les différents Ouais. niveaux de gouvernance qui sont maillés ou pas. Ça c'est vraiment, à mon avis, l'enjeu majeur dans les prochaines années pour qu'on ait des politiques nationales et internationales qui soient beaucoup plus proactives en termes de lutte contre les changements climatiques. Ouais, absolument, hein. Puis je pense que
autant entre les secteurs qu'à travers les différentes sphères de la société. Souvent, on entend souvent le public dire « Oui, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? » Comme si les conversations, l'information demeurait entre les sphères de la science et de la politique, en Oui, oubliant finalement qui recevait l'information voilà. au bout du fil. Ça, tu as raison. Puis je me permets de rebondir là-dessus parce que j'en Oui. ai pas parlé dans la réponse, mais je pense que c'est fondamental ce que tu dis. C'est informer la société. C'est peut-être une mission aussi que les scientifiques font un peu moins ou un peu moins Ouais. le temps de faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Mais il y a des médiateurs, des médiatrices, il y a des personnes qui sont formées à faire le lien entre la société et la science et les politiques. Puis je pense que dans ton organisation, tu le sais extrêmement bien et ce sont des valeurs que tu mets en avant. Pourquoi? Parce que quand on a une société éclairée, on a une société qui est en mesure de faire des choix politiques qui lui conviennent et qui soient proactifs dans la lutte des changements climatiques, contre les changements climatiques. Donc, je pense que c'est majeur. Je dirais, puis là, peut-être que le public pensera différemment de moi, mais on a bien vu que finalement, le transfert de connaissances depuis les sciences naturelles, du moins vers la société, finalement, ça ne marche pas parce que le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts pour le climat, ça fait des années qu'il alerte sur la crise climatique, sur les dangers de la crise climatique. C'est un discours qu'on entend, mais ce n'est pas un discours qui finalement nous touche puisque ça ne vient pas changer nos décisions politiques puis nos manières de faire dans notre vie quotidienne. Donc, on s'aperçoit là qu'il y a un vrai enjeu. On n'est pas capable, quand je dis on, je dis ceux qui transfèrent le savoir plus scientifique, les données, les chiffres qui sont parfois obscurs, on n'est pas capable de générer de l'action. Donc, il faut, je pense, aujourd'hui se tourner vers d'autres formes de transfert de connaissances avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, puis peut-être par d'autres moyens. Et je pense que le maillage entre les arts et les sciences, c'est vraiment une voie d'avenir. On le voit déjà, dès qu'on va toucher les gens au cœur, tout de suite, ça génère une mise en action beaucoup plus rapide et efficace. Donc, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Oui, c'est vrai, hein? Puis surtout, tu sais, dans l'ère dans laquelle on vit, où justement, je parlais un peu des technologies, mais les technologies de l'information sont en train de progresser à une vitesse incroyable. L'ère du numérique aussi, où pourtant les enjeux d'accès à l'information ne devraient pas vraiment être débattus, tu sais, mais c'est vraiment dans la façon de livrer les messages. Et puis c'est là que justement le maillage interdisciplinaire prend tout son sens. Justement, comme tu as dit, pour vulgariser la science au maximum, mais toucher de façon plus cohérente peut-être le cœur des gens pour justement les inciter à s'informer, prendre action et vaincre l'éco-anxiété. Aussi, Ouais, fameuse éco-anxiété qui est le mal moderne, là. Les jeunes sont beaucoup affectés par ça. Puis une des façons efficaces de lutter contre ça, c'est vraiment de prendre action. Donc, je crois fortement que cette action-là vient aussi dans la communication qui est plus empathique, positive, dans la, je veux dire un anglicisme, mais dans le terme de empower un peu la société justement à se mobiliser pour des enjeux comme ça. Je pense que ce matin, on a une belle vitrine d'outils qui sont justement disponibles grâce au numérique, grâce aux technologies de l'information, justement, où on est là à s'entretenir avec une quarantaine de personnes sur des enjeux de vulgarisation, finalement, des océans. Donc, on est quand même à une ère de perspective, je trouve, qui est intéressante. Puis, en espérant qu'on soit capable de toucher davantage le cœur des gens, justement, pour mobiliser la société civile. Mais tu sais, au Québec, je trouve qu'on est quand même bien positionné. Fanny, tu as mentionné Réseau Québec Maritime, le programme de financement aussi Transforming Climate Action, qu'on a très hâte d'avoir des nouvelles de ce projet-là. Puis à Organisation Bleue aussi, où vraiment, nous, le maillage interdisciplinaire est là, c'est le quotidien, en fait. Comme tu disais, souvent dans les politiques publiques, c'est là où ça devient un peu difficile. Moi, je le vis comme à travers des demandes de subventions, par exemple, où il faut vraiment que je me case soit en sciences, en environnement, soit en art. Donc, souvent, j'ai comme des projets culturels, des projets plus de ouais. sensibilisation. Ça, c'est un peu difficile parce que c'est comme nous demander de changer un peu notre ADN.
Alors que j'arrive dans d'autres demandes de subventions, comme à travers le RQM, ou les fonds de recherche du Québec même, qui ont quand même une bonne reconnaissance des enjeux inter- et transdisciplinaires. Et là, c'est fascinant puisque des scientifiques se retrouvent avec des montants d'argent pour transmettre l'information de leur recherche. Et là, ça devient vraiment des collaborations fructueuses, je pourrais dire, puisque moi, en tout cas, je me fais mandater pour produire des cours documentaires, des webinaires, des capsules vidéo, des dossiers éditoriaux littéralement qu'on va publier sur le web. Et là, ça prend des formats créatifs vraiment intéressants et décloisonnés, je pourrais dire même, où on vient vraiment nourrir un contenu qui est important avec un contenant qui est beau, stimulant aussi pour le public. Donc là, ça devient vraiment des outils puissants finalement pour changer un peu nos comportements. Vraiment, on en a besoin. Puis un peu dans ce sens-là, tu sais, il y a des approches qui sont prometteuses, là. Ça aurait été intéressant d'avoir Denis justement sur la question, mais toutes les solutions innovantes, les meilleures pratiques aussi pour répondre aux enjeux climatiques. Je parlais tantôt de notre projet de recherche là, sur la pollution plastique, qui a finalement beaucoup d'attention de la part du gouvernement fédéral, justement. Est-ce qu'il y a des solutions comme ça, Fanny, que tu vois passer, que tu te dis, ça, c'est tellement prometteur, porteur d'espoir? Je pense pour justement se positionner en solution, là, est-ce qu'il y a de l'espoir et quelles sont ces solutions-là qui existent? Alors, il y en a, je Et... vais essayer de ne pas parler uniquement de ce que je vois autour de moi. De manière très générale, très, très globale, sans citer de projet particulier, je pense que on parle beaucoup d'innovation technique. Moi, j'aimerais parler d'innovation sociale. Je pense qu'on a vraiment des, des pas de géants à faire à partir de l'innovation sociale, du travailler ensemble, co-créer, choses comme ça. Je pense que pour moi, un des très beaux moteurs qui existent actuellement, c'est ce qu'on appelle les Living Labs. Donc, c'est vraiment des endroits où on a plusieurs acteurs qui se réunissent et qui, ensemble, à travers leurs défis personnels et leurs aspirations, vont définir un objet de recherche, de science. Souvent, c'est de la recherche-action pour développer des solutions. Je pense que ça, c'est vraiment un mécanisme extrêmement prometteur pour justement trouver des solutions et qui génèrent de l'espoir. Ça permet d'avoir différents acteurs, ça permet d'avoir une transparence, ça permet d'avoir un dialogue et souvent, ça inclut différents niveaux de gouvernance. Les Living Labs, ça a souvent la taille d'une communauté de communes, on va dire, puis on sait que c'est à ces échelles-là qu'on a un vrai pouvoir transformateur. À l'échelle individuelle, souvent, on est limité par notre capacité personnelle. À l'échelle nationale, on est limité par des facteurs externes, d'économie, de mondialisation. Mais à l'échelle des communautés, des villes, des agglomérations, là, on a une vraie capacité de pouvoir transformateur parce qu'on a la force de la communauté et on a quelque part une espèce de liberté ou de flexibilité, je dirais, de gouvernance. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une voie d'avenir. Un autre processus, ou du moins, processus qui est vraiment porteur d'espoir, c'est les communautés de pratique. Les communautés de pratique, c'est des regroupements souvent de chercheurs, de scientifiques, de gens du milieu, d'acteurs, pas forcément locaux, mais qui vont travailler et qui vont mettre en commun leurs expériences sur une thématique. Donc là, on est en dehors des savoirs, on va dire, traditionnels qu'on apprend dans les livres, pas savoir traditionnel autochtone, hein, quand je dis savoir plus scientifique, on est dans le partage de savoirs expérientiels. Donc, les communautés de pratique, c'est un autre outil, à mon avis, majeur qui va amener de l'innovation. Et grâce à ces communautés de pratique, on fait de l'intégration des savoirs. Et je pense que l'intégration des savoirs, différentes formes de savoir, et donc là, on peut aussi considérer plein de formes, je parlais de l'expérientiel, mais le savoir autochtone aussi, ça va vraiment être, on décloisonne encore une fois, on brise les silos et on met ensemble des connaissances, des savoirs pour aller plus loin. Donc, je pense que ça, c'est vraiment deux grandes voies
futur, on va dire, d'espoir. Puis je vais peut-être vous mentionner un projet dans lequel je travaille avec l'association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey, la GAM. La GAM, donc, c'est une association autochtone et la GAM a la seule grosse ferme d'algues, de culture d'algues marines au Québec. Il y en a deux autres plus petites, mais au Québec, c'est la plus grosse. Elle est Puis, où? elle est à Passepébiac, OK. à Passepébiac, en baie des Chaleurs. Donc, c'est vraiment cette ferme d'algues-là, elle est née du désir des communautés, donc de Cascapédiac, de Gaspé et à la nation Wolastoqey, de ne pas aller vers de l'exploitation des Mhm. populations sauvages d'algues parce que pour eux, ce sont des nurseries de homards, de crabes, donc ils ne voulaient pas détruire ce milieu-là, mais ils voyaient que les algues avaient une vraie capacité commerciale, de développement, et donc ils sont allés depuis 10 ans presque maintenant vers la culture de macroalgues. Puis, ils se réinventent en permanence. Ils ont un bateau-école qui permet de faire de la formation de jeunes. Ils travaillent pour voir comment ces algues-là vont pouvoir être utilisées de différentes manières. Donc, on est sur une économie très locale, très circulaire, qui est soutenue par la communauté. Donc, quand on parle d'économie bleue, je pense que c'est un beau modèle d'entrepreneuriat, hein, puisqu'ils ils sont très forts sur certaines de leurs activités et ils se diversifient petit à petit pour être sûr que leur organisation et leur modèle entrepreneurial soient solides. C'est vrai, Ouais. je vous en ai juste donné quelques-uns. Mais t'effleures l'entrepreneuriat, mais en effet, c'est un domaine qui est très important et rempli d'idées aussi. On voit beaucoup de pôles, justement, d'entrepreneuriat qui commencent à voir le jour. Je pense au Novarium à Rimouski, par exemple, mais vraiment des réseaux d'entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine de l'économie bleue, entre autres. C'est vraiment stimulant et dynamique de voir vraiment tout ce qui fait, là. Je pense, tout ce qui se fait, même ici au Québec. Ça me fait penser un peu à Whale Seeker aussi, qui est vraiment ancré dans les techs, mais que c'est vraiment des projets d'entrepreneuriat, je trouve, qui sont très dynamiques et à l'ère du temps où on commence à intégrer l'intelligence artificielle, des communications aussi qui sont très dynamiques là, pour le public, afin de bien comprendre les enjeux. Justement, je trouve que il y a beaucoup d'espoir au niveau de la Ouais. créativité des entrepreneurs, surtout au Québec, là. Puis nos jeunes, faut pas Ouais. les oublier. Hein, il y a peut-être avant d'aller vers les questions que le public pourrait avoir, faut insister sur les jeunes, la génération qui arrive, elle est là, elle est présente. Faut pouvoir leur donner les clés de, de développer leur pouvoir agir. Là, je travaille avec des collègues en sciences de l'éducation. C'est clé, en fait, mettre nos jeunes en capacité de choisir, de décider. Puis l'éducation, ça a un rôle fondamental dans notre lutte contre les changements climatiques. Oui, en effet, l'éducation, ce De tout le monument. monde. Oui, c'est ça. Mais en effet, puis l'éducation même de nos plus jeunes, là, tu sais, à Ouais. l'école, ramener des cursus environnementaux pour que les professeurs soient outillés aussi à mieux communiquer ces enjeux-là. Tu sais, on parlait à peine d'éco-anxiété tout à l'heure, mais en tout cas, je travaille beaucoup avec les jeunes là, à travers l'Organisation Bleue, justement. Puis, ce qu'on entend beaucoup, c'est mais comment on fait pour avoir accès à l'information? Où je trouve l'info juste? Puis les professeurs aussi, qui On sont. pense à eux. Oui, c'est ça, absolument. On pense à eux aujourd'hui. Exact, exact. Mais c'est sûr qu'en éduquant puis en passant par des cursus scolaires, ça va aider à outiller la population d'une certaine façon. Mais tu parlais d'économie, d'innovation sociale et non d'économie sociale. Mais en innovation sociale aussi, on voit beaucoup de mouvements naître, de concertation, de collaboration inusitée. On parlait tantôt de programmes de subvention, mais des collaborations inusitées autant entre des scientifiques que des créateurs. On m'a présenté un projet même de réalité virtuelle là, ce matin, juste avant qu'on se connecte. Mais ça, c'en est une belle application là, finalement de décloisonnement des secteurs où l'audiovisuel, les coms viennent vraiment nourrir un travail d'éducation, mais de façon complètement technologique et branchée sur le futur, là. Mhm.
Donc, Je, ben, on va... je vois qu'il y a plein de questions. Oui, c'est ça, ça... il y a beaucoup de choses dans le chat, en effet. Mais dans ce sens, donc on va sauter à la prochaine question, là, on va voir où ça va nous amener. Dans les dernières années, il y a quand même eu un foisonnement là, de traités, d'activités là, sur la scène mondiale pour la protection des océans. Là. On pense à la fameuse décennie dans laquelle on se retrouve. Mais il y a le Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework, le pacte de Glasgow, le Global Ocean Treaty, les United Nations Treaty on Plastic Pollution. On voit aussi beaucoup de nouvelles lois passer, je pense à l'Union européenne, là, sur le bannissement du plastique, entre autres, l'installation de fameux filtres sur les laveuses. Donc, on est en train de revoir un peu là, la façon dont on vit nos vies, de la façon dont on légifère aussi, tous ces systèmes. Donc, selon toi, est-ce que ces avancées-là sont favorables pour la conservation des océans? Dans le cadre de la COP, justement, est-ce que ça porte espoir sur l'atténuation du climat là, en cadre de crise climatique? Euh, Bien honnêtement, vu les avancées de la COP sur les derniers jours, je Mhm. ne pense pas que ça soit très porteur d'espoir. Ouais, Je pense qu'il y a d'autres traités internationaux et on a tendance à s'y perdre, c'est ça le problème. ouais, Mais je pense notamment au traité de Glasgow ou notamment toutes les politiques qui sont sur la régulation des CDR dont je parlais tout à l'heure. Là je trouve que c'est beaucoup plus encourageant parce que ça permet de garder une certaine transparence. Après, le gros problème, c'est, on le sait, le problème de la mondialisation, on connaît le problème des lobbies ouais, de l'industrie. Euh, je pense que c'est nécessaire. Je pense que ça manque de, de courage. Je pense qu'il y a un énorme manque de courage de la part de nos décideurs politiques actuellement. Je comprends que c'est un contexte compliqué économiquement. ouais. Ils doivent faire face certainement à des pressions dont on n'a même pas idée. Mais actuellement, on a besoin de courage parce qu'on va droit dans le mur. Donc, sans vouloir enlever l'espoir de tout le monde, moi je trouve que nos espoirs résident dans nos communautés, dans l'innovation qu'on est capable de faire à un niveau plus local, mais à un moment donné, il va falloir que ça remonte au niveau international. Puis là, ça va prendre du gros leadership, du gros courage. Ouais, c'est Voilà. clair, hein. Puis, tu sais, on l'a vu aussi avec les énergies fossiles, là. Justement, l'Arabie Saoudite disait ne pas vouloir carrément diminuer ou changer la façon de faire. C'est un peu décourageant quand on regarde l'échiquier géopolitique, justement, puis de se dire, ben, si on est quelques-uns à faire des efforts, c'est quoi l'effort global finalement si on ne prend pas tous le train en même temps, là? Ouais. Moi, c'est aussi un peu comme toi, au niveau de l'espoir, pour moi, c'est vraiment dans les communautés locales dans lesquelles je vois le plus de lumière, finalement, là. Il y a vraiment une volonté des acteurs locaux. Tu sais, au Québec, on est tellement à se mobiliser, justement. Puis, tu sais, nous, dans la saison estivale, on mobilise des communautés, des milliers de personnes dans les communautés, en fait, en milieu côtier. Puis, on le voit qu'il y a beaucoup d'intérêt à prendre part à la lutte au changement climatique, d'intérêt aussi à faire une différence aussi petite soit-elle. Puis j'aime souvent dire que ben, influencer ou carrément aider quelqu'un à mieux comprendre le système dans lequel on se trouve ou à amener des pistes de solutions, ben, ça peut avoir un effet vraiment de ripple effect, d'influencer finalement plus de gens à prendre le pas puis à faire des petits changements qui finalement peuvent vraiment aider à mieux se sentir soi, mais aussi à changer les choses localement. Et puis, tu sais, dans l'ordre des projets que je mène, on voit beaucoup de niveaux de la sphère de la société qui s'allient finalement, que ce soit la société civile, autant que des municipalités, des institutions, des groupes corporatifs. Mais le mot d'ordre que j'entends, je dirais, dans mon quotidien en application de notre travail en environnement et dans la conservation du milieu marin, mais c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour aider, puis comment je peux aider. Fait que souvent, c'est pas la motivation qui manque, on dirait que c'est plus les opportunités de se sentir connecté aux enjeux finalement.
que là, on est là du Québec à parler de la COP à Dubaï, mais qu'est-ce qu'on fait ici concrètement pour aider la cause finalement? Donc, ben, on arrive au bout des questions. Fanny, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant de passer Non, non, aux j'aimerais ça questions qu'on du prenne le public? temps de répondre aux Oui, questions du public. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. d'horizon. Ouais. Parfait. Ben, je passe le flambeau à Jennifer de l'autre côté de l'écran pour les questions du Oui, public. d'abord, je tiens à vous remercier, Lanne-Marie et Fanny. Là, ça a été riche et vraiment intéressant comme échange. Donc, la première question viendrait de Jérémy Caron qui a posé une question dans la boîte Q&A. Donc, Jérémy, la parole t'est donnée si jamais tu veux ouvrir ton micro. Donc, parfait. Si jamais, Jérémy, tu veux prendre la parole, tu pourras la prendre. Sinon, la deuxième question provenait de la salle de Ousmane. Donc, Ousmane, maintenant, je te donne aussi la parole si tu veux poser ta question directement aux panélistes. Bon, la salle se fait jamais. Ah, je vois que Jérémy, non, parfait. Sinon, il y avait Pierre Cresson qui était dans la salle également. Donc, Pierre, la parole t'est donnée également. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Pierre, on t'entend. Merci pour cette discussion, effectivement, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question, alors qui est peut-être franco-française, pour tout dire, on se connaît avec Fanny d'une vie Ben oui. antérieure. Euh, Il y a un... En fait, ma question, elle est nourrie d'une vidéo que j'ai vue récemment d'un philosophe français qui s'appelle Edgar Morin, qui parle, qui a développé toute sa carrière. C'est un monsieur qui a 101 ans, donc qui a une expérience de vie qui fait qu'il est très intéressant à écouter et qui a développé un concept qui s'appelle la pensée complexe, qui, je pense, rentre totalement dans cette discussion sur les silos. Et lui, avec sa vision qui est peut-être française, dit qu'on a un système éducatif et un système universitaire qui incite à des profils très monodisciplinaires, très Ouais. centrés, alors qu'on est aujourd'hui dans un monde où les problèmes sont complexes, où vous l'avez un petit peu évoqué, il y a des questions, si on résout un problème d'un côté, on va créer autre chose. Effectivement, tout est connecté. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que... ou alors, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, est-ce que votre vision côté québécois ou canadien fait que, comme tu l'as dit un petit peu, Fanny, il y a des choses peut-être qui se mettent plus en place de votre côté pour essayer de casser ces frontières entre ce qu'on appelle, nous, ici, les sciences dures, ce mot est Mhm. affreux, et les sciences humaines ou la philosophie et les sciences de l'environnement, les maths, la biologie, l'écologie, etc. Merci. Merci, Pierre. C'est une question qu'on a déjà discuté un peu tous les deux il y a Ouais. longtemps. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis la pensée complexe, c'est très intéressant à dire dessus. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier que les scientifiques du temps de Darwin ou même du temps de Socrate, si on remonte à toute notre culture, on va dire, d'origine européenne ou latine et gréco-romaine, euh, c'était des gens qui n'étaient pas dans des boîtes, c'était des penseurs. Mhm. Et je pense que justement, la pensée complexe, c'était quelque chose qu'ils avaient, qu'ils appréhendaient, dans laquelle ils se construisaient, ils construisaient la reconnaissance du monde. Notre, je pense que la connaissance a tellement évolué et on a tellement de plus en plus de choses très spécialisées à découvrir que ça nous a conduit entre autres avec aussi les modèles de développement économique, etc., à nous spécialiser, à devenir hyper spécialisés. Et on a peut-être un peu perdu aussi dans l'éducation, dans les enseignements, comme tu disais, le fait de voir plus large que ce en quoi on est spécialisé. Donc, pour faire court, je pense que c'est très important de continuer de la spécialité, mais en même temps de former notre société et former nos jeunes, former les futurs chercheurs, chercheuses, Mhm. à garder toujours en tête
qu'on travaille dans des systèmes complexes, que nos cadres de recherche sont peut-être nos cadres, mais qu'il y en a d'autres. Anne-Marie, tu parlais de l'empathie. Je pense que l'empathie est une qualité à développer et l'empathie n'est pas une vertu qu'on a intrinsèque, c'est une qualité qu'on peut travailler et qu'on peut développer. Et l'empathie, à mon avis, est un moteur de justement Mhm. mieux appréhender la pensée complexe. Je m'arrête là, je te laisse la parole, Anne-Marie. Ben, je pense que tout est là, en fait, dans l'empathie. Puis la façon d'aborder un peu aussi les enjeux en se positionnant plus en ben, comment on peut amener une solution, comment on peut faire mieux, comment on peut être plus à l'écoute de notre environnement puis de notre milieu aussi pour mieux s'arrimer sur les besoins qui sont vraiment localement imbriqués dans notre réalité finalement. Puis, tu sais, on parlait justement de intersectorialité ou interdisciplinarité, mais par expérience personnelle, moi, j'ai toujours été très atypique en fait, c'est ce qu'on me disait à l'école, puisque j'étais très bonne en art, je faisais de l'art visuel, j'étais même dans un programme au secondaire d'art intensif où j'avais 3 périodes d'art plastique en après-midi, mais je voulais devenir scientifique, je voulais étudier en biologie. Puis on m'a souvent dit, mais il faut que tu choisisses un ou l'autre. Puis ça, c'était complètement fatal pour moi, là. Ça m'a obsédée pendant des années, jusqu'à ce que je découvre un programme au cégep qui était un triple deck, finalement, en sciences, lettres et arts. Je le dis avec un peu de découragement parce que ça a été tellement de travail. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais au final, c'est ce qui m'a amené à entreprendre des études en environnement, finalement, qui est un contexte complètement interdisciplinaire, où toutes sortes de professionnels ou diplômés, là, finalement, de l'université vont se côtoyer, mais des ingénieurs avec des biologistes, autant que des sociologues, des anthropologues, des artistes même. Puis là, il y a vraiment beaucoup de... Ben, c'est très stimulant, en fait, comme domaine. J'allais dire, il y a beaucoup d'espoir aussi dans ces domaines-là. Mais plutôt que de voir ça comme de l'atypisme où j'ai pas choisi une case finalement précise, on forme quand même de la relève à porter plusieurs chapeaux, être interdisciplinaire. Puis, regardez-moi, à ce jour, je suis rendue entrepreneur, j'œuvre en communication et en protection de l'environnement. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de potentiel, en fait, dans ces disciplines-là qui sont finalement entremaillées. Puis, je le vois dans l'application au quotidien que, ben, non seulement je suis outillée à gérer des enjeux interdisciplinaires, mais il y a beaucoup de reconnaissance aussi du milieu par rapport à utiliser plusieurs secteurs au profit d'une même cause ou littéralement tisser des liens entre des disciplines qui sont moins appelées à travailler ensemble, notamment la science, l'art et la politique, là. Et pour juste rebondir sur la différence entre peut-être le Québec et la France, on a la chance d'avoir des programmes de financement Ouais. qui nous permettent de financer des projets interdisciplinaires avec les défis que ça représente, hein, parce qu'on sait que sortir de nos habitudes, de nos cultures disciplinaires, ça peut être des vrais défis et Ouais. ça demande du temps généralement. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être moins présent dans certains pays d'Europe, effectivement, et ça aide énormément à développer l'interdisciplinarité, il ne faut pas se le cacher. Quand on a des programmes de financement bien construits, ça c'est la clé parce on ne peut pas juste mettre une étiquette Exact. interdisciplinarité et ne pas construire les appels d'offres, la durée et les montants de manière cohérente. Je pense que étant donné que le système de la recherche se base sur des financements et qu'on fonctionne comme ça, c'est une clé dans le développement de ces activités qui brisent les silos. Absolument. Donc, mesdames, il est déjà 34, donc je ne sais pas si pour vous ça faisait le tour ou si vous vouliez pour répondre à une dernière question. Je pense que vu qu'on a déjà passé de quelques minutes super le webinaire de ce matin, donc je tenais à sincèrement vous remercier pour vos interventions. Ça a été vraiment riche. Malgré l'absence de Denis, vous avez su meubler le temps avec brio, je crois. Donc, je tiens à vous remercier. La salle virtuelle a également fait plusieurs bons mots sur vos interventions. Donc, merci beaucoup. Ça a été très éclairant. Donc, mille merci.
Merci à vous. Merci, bonne journée tout le Merci. monde. À la prochaine. À Au la revoir. prochaine. Merci Anne-Marie. Bonne journée. Merci.